Hello, bienvenue dans cette première vidéo de La Passerelle. On accompagne les développeurs salariés à réussir leur transition en freelance et on va tout de suite voir ensemble la méthode des 4 piliers qu'on utilise pour nos clients et que j'utilise depuis plus de 3 ans pour réussir mon activité en tant que freelance. Ça va être très simple, on va avoir 4 piliers. Le premier, administratif, fiscalité. Le second, l'acquisition. La troisième, la partie négociation. Et la quatrième, la partie évolution. Très rapidement, on va faire un débrief très rapide pour avoir une intro des 4 piliers. Administratif et fiscalité. Le but ici, ça va être de faire les bons choix pour économiser plusieurs milliers d'euros avec des aides de l'État. On va aussi voir comment déléguer, automatiser. On va automatiser tout ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas automatiser, on va le déléguer. Le but, c'est que ça nous prenne peu de temps. Moi, mon administratif et ma fiscalité, ça me prend moins de 5 minutes par mois. L'acquisition, ça va être le pilier le plus important et le plus conséquent. Ça va être, on a 5 stratégies dans l'acquisition. C'est tout ce qui va nous permettre d'aller chercher des clients, à la fois en automatique, à la fois avec de la prospection active. Et moi, c'est ce qui me permet aujourd'hui de générer entre 3 à 5 propositions de mission par mois, et ce depuis 9 mois, donc depuis janvier 2023. La partie négociation, je pense que c'est celle qui va intéresser aussi beaucoup de gens. On a évidemment la négociation sur le TJM et sur le remote. Pour vous donner un ordre d'idée, ici ça va beaucoup être, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être, moi c'est ce qui me permet d'être en full remote depuis 2 ans. J'ai pu bosser à Bali, en Espagne, je pars dans 10 jours en Thaïlande, et le tout en ayant des clients en France. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est là-dessus, ça va surtout être des hacks psychologiques. Ça va être de la confiance. Le but, c'est de rassurer les clients et pour réussir notre négociation. Enfin, la quatrième, c'est l'évolution. Ça va être préparer les prochaines missions, récolter des avis des clients, comprendre leurs besoins et pour pouvoir leur proposer des packaging, de la maintenance et même voir les prochains side business qu'on va pouvoir monter en freelance. On va rentrer tout de suite dans le premier pilier, administratif et fiscalité. Dans 99% des cas, le meilleur choix pour se lancer en tant que développeur freelance, c'est l'auto-entreprise. Vous avez peu de charges, peu d'impôts, peu de paperasse, ça va être le meilleur choix. Ici, on va avoir 2 aides. Le versement libératoire, c'est ce qui va permettre de lisser, de réduire votre imposition en échange de 2% de votre chiffre d'affaires. Ici, je vous ai mis entre parenthèses, c'est la simulation de ce que vous pouvez économiser sur 1 an si vous faites 75 000 euros de chiffre d'affaires. Vous avez une économie de plus de 6 000 euros. Donc ça vaut le coup. Vous avez en second l'ACRE, qui est l'aide à la création d'entreprise. Ici, vous pouvez économiser jusqu'à 8 000 euros. Enfin, une des astuces qui est peu connue de la part des freelances, c'est que vous pouvez déplacer le plafond 1 an sur 2. Pour rappel, le plafond de l'auto-entreprise est de 77 700 euros au jour où je tourne la vidéo. Vous pouvez soit dépasser 1 an sur 2 ce plafond, soit dépasser même 2 années de suite, et la 3e année, par contre, votre auto-entreprise se ferme et vous devez ouvrir une société de type SASU, EURL ou autre. Enfin, on va aller voir maintenant pour la fiscalité. Ce que je vous conseille, c'est Shine. Vous avez Conto aussi, qui est une très bonne banque en ligne. Donc, Shine, c'est la banque pro qui vous permet d'avoir un compte séparé de votre compte personnel. Vous avez ensuite pouvoir avoir accès à une carte bleue professionnelle et accès à tous les templates de factures devis. C'est un gain de temps énorme. Enfin, l'administratif, ça va être de le déléguer au maximum. Moi, je déteste la paperasse. Heureusement qu'il y a Super Indep. Ils automatisent les déclarations d'URSSAF, de TVA et d'impôts. Vous avez rien à faire. Ils s'occupent de tout. Tout est délégué à Super Indep. Enfin, le deuxième pilier, ça va être l'acquisition. Ici, on va voir le positionnement. Il faut faire des recherches par rapport au marché et à ses compétences. Si vous êtes développeur full stack, un peu de back, un peu de front, un peu de mobile, et du DevOps et un peu du UX, vous allez paraître pour des clients un peu touche à tout, mais pas nécessairement excellent. L'idée, ça va être de se nicher, soit sur une techno, soit sur une expertise, mais vraiment essayer de se concentrer sur, par exemple, je prends mon cas, j'étais développeur React et React Native, donc du front et du mobile. J'ai fait un peu du UX et j'ai des connaissances en back-end. Depuis plus d'1 an, je me concentre uniquement sur des projets mobiles, des missions sur React Native. L'idée, c'est vraiment ensuite de se nicher sur le positionnement. Ensuite, ça va être la stratégie multicanal.
Le but, ça va être de s'inscrire et de créer un profil optimisé, référencé sur toutes ces plateformes. Vous avez que des plateformes de mise en relation de freelance, vous avez aussi LinkedIn qui est le réseau social de référence pour trouver vos missions. Je vous ai mis les plus importantes, celles que j'utilise, et qui me permettent d'avoir plusieurs missions, propositions de missions chaque mois. Pourquoi on va faire une stratégie multicanal? Parce que la plupart de ces sites sont des bases de données pour des recruteurs. Ils peuvent vous trouver sur Malte, vous contacter sur LinkedIn, vous trouver sur Freework et vous proposer des missions. Vous pouvez aussi rechercher vous-même des missions. Ça vous prend quelques minutes tous les matins. Vous pouvez rechercher des missions sur Freework par exemple ou d'autres. Et enfin, pour toujours être à jour et être en continuelle recherche de missions, vous pouvez automatiser votre disponibilité avec Pilot, qui est une super extension. On va voir maintenant la prospection inbound. Donc là, en fait, ça va être toute la stratégie de post de contenu sur LinkedIn. On va faire 3 types de posts. On va utiliser la méthodologie Tofu, Bofu, Mofu. Les premiers, ça va être des sujets assez larges, tout ce qui va graviter autour de la tech, que ça soit du freelancing, du CDI, de la tech en général, des news, du remote, voilà, des choses assez générales. Bofu, ici vous allez mettre en avant votre expertise technique. Je vous donne encore mon exemple. En tant que développeur React Native, je vais parler d'expo, je vais parler de clean architecture dans du mobile, de déploiement. Voilà, vraiment mettre en avant son expertise technique. Mofu, enfin, ça va être les derniers types de postes qu'on va mettre en avant. Ici, on va proposer ces services. Je vais vous montrer tout de suite avec un exemple de template de post LinkedIn à faire. Vous devez toujours avoir une phrase d'accroche pour que les gens aient envie de lire votre contenu. Le contenu, ensuite la conclusion. Donc la conclusion, c'est ce que vous en avez appris, ce que vous en retenez. Si vous faites un post technique, vous avez découvert tel techno, quelle est votre conclusion là-dessus, quel est votre avis? Et enfin, toujours avoir un call to action. Votre CTA, ça va rediriger vers votre profil Malte, ça va vous rediriger vers un lien Calendly où vous proposez 15 minutes, 30 minutes d'appel gratuit pour vos clients, pour qu'ils puissent vous poser des questions, vous exposer leur projet. Enfin, dans une prochaine vidéo, je vais vous partager, parce que là on n'aura pas le temps de tout voir en même temps, je vais vous partager mes templates de post. Il y aura entre 5 et 10 templates que j'utilise quotidiennement. Moi je poste 5, même 7 fois par semaine, tous les jours, week-end compris. Mon meilleur post a fait plus de 1000 likes, plus de 200 000 vues, et à lui seul m'a généré 2 propositions de mission. Enfin, on va voir la prospection outbound. Ici, c'est de la prospection active. Vous allez activement parler à 3 types de personnes. Je vous recommande de contacter des développeurs freelance qui sont sur votre techno. Pour mon cas, c'est les développeurs freelance React Native ou Expo. Ensuite, vous allez contacter les recruteurs, tous les recruteurs tech ou même les recruteurs spécifiques sur votre techno. Et enfin, tous les C-level. Il y aura une autre vidéo où je vous partagerai tous mes templates de conversation pour les développeurs freelance, pour les recruteurs et pour les C-level. Donc n'hésitez pas à vous abonner, parce que les prochaines vidéos vont sortir très bientôt. Je vais tout de même vous expliquer en bref ici quel est le but de la prospection pour chaque type de personne. Pour les développeurs freelance, vous allez chercher des développeurs qui sont en mission, les contacter, leur demander comment ils ont trouvé cette mission, comment ça se passe, tiens, je vois que tu bosses pour Disney, comment t'es rentré chez Disney, comment ça se passe, est-ce que la mission se passe bien. L'idée derrière, c'est de récupérer des infos. Est-ce que la boîte recrute en ce moment? Est-ce qu'il est passé par un recruteur? Est-ce que je peux avoir un numéro, un email, trouver un nom? L'idée, c'est vraiment de récolter de l'information. Les recruteurs, vous leur faites un message comme quoi vous êtes développeur sur telle techno, est-ce que vous êtes en pleine recherche de mission? Soit il a quelque chose pour vous, tant mieux. S'il ne l'a pas, il va vous ajouter dans son CRM, dans sa base de données. Ou alors encore, pour les plus grosses structures, souvent ils ont des recruteurs spécialisés sur chaque techno. Ils ont un recruteur back, un recruteur mobile ou même sur des technos. Donc moi c'est souvent le cas, on me redirige par exemple vers le recruteur qui s'occupe de la partie mobile. Enfin, je vous conseille de contacter tous les C-level, les CEO, CTO de startups. L'idée ici, c'est de s'intéresser à leurs produits. Vous allez sur la landing page de leur startup, vous regardez le premier service qu'ils proposent, vous faites un DM au CTO ou CEO. Ça peut être Hello Damien, j'ai vu que tu bossais pour telle entreprise, vous faites la prospection multicanal pour telle boîte, je trouve ça super.
Ici, vous vous intéressez à la personne, vous avez montré votre engagement parce que vous avez pas simplement copié-collé le nom de sa boîte, mais vous êtes allé voir ce qu'il faisait, ce qu'il proposait comme service. Et enfin, à la fin du message, je dis, est-ce qu'en ce moment vous recrutez? J'adorerais travailler avec vous. Ça ouvre la conversation, vous vous intéressez à la personne, au produit, vous avez un taux de réponse qui est quasiment de 100%, parce que les gens aiment qu'on s'intéresse à eux et à leurs produits, et ça vous ouvre des portes. C'est pas grave si on vous refuse et que vous dit non, j'ai pas de mission en ce moment, parce qu'au moins vous êtes rentré dans son esprit, et peut-être que dans 2 mois, 3 mois, s'ils ouvrent leur recrutement, s'ils font des levées de fonds, ils penseront à vous. Enfin, une fois que vous avez fait pas mal de DM, de messages, vous avez fait pas mal de prospection, vous pouvez automatiser une partie, notamment avec Phantom Buster, moi que j'aime bien utiliser. Attention, ça n'empêche qu'il faut faire quand même de la prospection active, c'est juste que les premiers messages seront ciblés automatiquement, seront envoyés automatiquement. Voilà. Enfin, le 5e point pour l'acquisition, ça va être d'élargir son réseau. Je vous conseille d'ajouter au minimum 10 personnes par jour. On n'ajoute pas des personnes au hasard, à chaque fois on va aller chercher des développeurs freelance sur notre techno, des recruteurs, des C-level. Le but, c'est d'élargir son réseau pour avoir le plus de propositions de mission possible. Ça va pas uniquement être d'ajouter ces personnes, c'est aussi d'engager la conversation. Maintenant, on va voir la partie négociation. Je pense que c'est une partie qui va plaire à beaucoup de monde. Je l'ai scindé en 2, ça va surtout être de la négociation pour du full remote et pour du TJM. Le premier point, c'est avant de démarrer la négociation, l'idée c'est de pouvoir avoir le choix. Avant de rentrer dans la négociation, pas la confrontation, mais de la négociation, l'idée en fait c'est qu'on va se reposer sur l'acquisition, sur le pilier d'avant. Plus on aura une acquisition qui sera forte, plus on aura des propositions de mission, et donc plus on pourra choisir et tout de suite refuser celles qui ne proposent pas de remote si on veut du full remote. Ça sera beaucoup plus simple que de négocier. Si jamais on doit négocier, ici, on va vraiment travailler sur de la psychologie humaine. Pourquoi une entreprise qui ne nous connaît pas accepterait de nous proposer du full remote alors qu'elle ne le souhaite pas de base? Ici, en fait, ce qu'il faut, c'est de la confiance. Je vais vous prendre un exemple. J'ai eu une mission en début d'année pour une entreprise à Lille où c'était une mission de 2-3 mois en hybride et je devais venir 1 semaine par mois. Au final, j'ai fait cette mission en full remote et j'ai pas mis un pied dans l'entreprise. Comment? Parce que j'ai mis en confiance le client en amont. Je lui ai dit que chez moi, j'avais une pièce qui était mon bureau, j'avais 10 mètres carrés, c'est une pièce qui est dédiée à mon travail. J'ai un écran de 49 pouces qui fait quasiment 1 mètre de long. J'ai un casque anti-bruit. J'ai vraiment une pièce qui est dédiée et ça me va. Moi, je travaille comme ça depuis plus de 3 ans et je travaille de manière efficace. Je suis vraiment concentré et efficace dans mon travail. Donc ça, c'est de la mise en confiance avant. On n'avait pas encore signé la mission, c'était juste de la mise en confiance avec la personne. Ensuite, et ici, vous vous rebutez pas si on propose de l'hybride au début. Vous dites d'accord, écoutez, je peux faire un effort et éventuellement venir 1 semaine par mois à Lille. Moi, c'était le cas dans ma mission. Ensuite, on va démarrer la mission. L'idée là, c'est la technique du pied dans la porte. Vous commencez la mission, vous en faites plus que ce qu'il ne faut. On m'avait proposé, moi j'avais une mission ici pour créer un produit en interne. Je bossais 1 heure de plus tous les matins pour faire les reviews de PR pendant que je buvais mon café avant que tout le monde arrive. Je faisais la review de PR de toute la team. Et je prenais entre une demi-heure à 1 heure en plus de ma journée, après avoir fait mon boulot, pour aider une développeuse junior en interne. Là, derrière, en fait, c'est de délivrer plus que ce que les clients attendent de vous. Au bout de 3 semaines, 1 mois, j'ai eu un call avec le directeur technique de l'entreprise. Encore une fois, l'idée c'est de rassurer le client. Vous lui répétez ce que vous avez dit au début, dans la phase de confiance, avant même d'accepter la mission, que vous sentez bien dans l'équipe, dans la mission, que vous travaillez très bien en full remote, que vous aimez bien ça. Souvent, il va y avoir des retours ultra positifs de la team, des autres développeurs avec qui vous bossez, parce que vous délivrez plus que prévu. Il va le voir aussi sur les tickets que vous abattez, sur les reviews en PR. Il aura des bons retours de la team. Donc là, encore une fois, c'est rassurer le client. Et moi, c'est à cette étape-là, au bout de 3 semaines, 1 mois, au bout de 3 semaines, là où je devais normalement venir dans les bureaux, où je lui ai redit que je travaillais très bien comme ça, et que ça m'allait très bien. Moi, j'étais pas à faire plus d'heures que prévu, et que je préférais rester en full remote. Et à ce moment-là, il a accepté. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en confiance avant, j'ai délivré plus que ce qu'il attendait, et je l'ai de nouveau mis en confiance. Encore une fois, c'est que de la psychologie humaine, c'est vraiment de la mise en confiance.
Et c'est quasiment comme ça que j'ai eu toutes mes propositions en full remote, pour le cas où on me demandait de l'hybride. Après, encore une fois, les autres missions en full remote, je les ai parce que j'ai une forte acquisition. Encore une fois, j'arrive à avoir 3 à 5 propositions de missions par mois. C'est ce qui me permet de choisir les missions et de garder toutes celles qui sont en full remote. Maintenant, on va voir pour la négociation de TJM. On peut négocier si on a d'autres missions, ce qui est plus simple à faire quand on a une bonne acquisition. On peut éventuellement, même si je le recommande pas, accepter une baisse de TJM pour une contrepartie qui vous convient, du full remote ou bosser 4 jours sur 5 par exemple. On peut réussir à négocier son TJM à la hausse en rassurant le client sur une XP similaire. Moi je prends mon cas, si on me demande une application mobile, je veux dire j'en ai déjà fait pour Nexity, j'en ai déjà fait pour d'autres entreprises, et donc ça rassure le client. Ici, on peut réussir à négocier son TJM comme ça. Une des autres astuces, ça j'ai pu le faire une seule fois, parce que c'est plus rare d'obtenir cette information, c'est d'avoir une connaissance ou nouer des liens avec un freelance qui est en interne, avant la phase de recrutement, d'obtenir des infos sur le budget, connaître par exemple le budget de l'ancien freelance que vous allez remplacer. Et moi, dans mon cas, j'ai pu savoir que le TGM, leur budget était plus haut que mes tarifs actuels, et enfin mon tarif de début d'année, et j'ai pu me vendre plus cher. On va voir maintenant le dernier pilier, c'est la partie évolution. À chaque fin de mission, vous allez demander des recommandations. C'est hyper important, ça va booster vos propositions de mission. Vous allez recevoir auprès de vos clients. L'idée, c'est toujours avoir de la confiance, donner de la confiance, des témoignages pour vos prochains clients. Les recommandations, je vous recommande de les demander sur LinkedIn, Malte ou même Google My Business. Vous pouvez vous en créer un pour vous. Enfin, on va voir la partie maintenance et package au forfait. L'idée ici, c'est de créer des revenus récurrents. À la fin d'une mission, imaginons qu'on a créé une application mobile ou un site internet, vous pouvez proposer de la maintenance ou un package au forfait d'avoir par exemple une journée par mois dédiée à des petites améliorations pour tel client. Ça vous permet de garder votre client, de récolter encore un peu plus de sous, tout en ayant un peu de temps libre, et de commencer à vous créer des revenus récurrents. Moi, mon plus vieux client, j'ai un revenu récurrent à 80 € par mois, et je suis avec ce client depuis 3 ans sur un site web. Un blog, exactement. Le dernier pilier de l'évolution, ça va être tout ce qui est side business et nouvelles sources de revenus. Quand vous passez de salarié à freelance, vous changez de mentalité. C'est un peu entre le salariat et l'entrepreneuriat, il y a le freelance. Vous commencez à avoir une mentalité d'entrepreneur. Et donc ici, vous allez pouvoir, entre des missions, peut-être prendre quelques semaines, un mois, avant d'enchaîner des missions pour vous consacrer à des side business. Ça peut être la création d'un SaaS. Moi, j'ai fait un SaaS en janvier 2023, en un mois, qui s'appelle Mobile Challenges. Je vous mettrai les liens en description, qui m'a permis de générer mes premiers autres sources de revenus. J'ai fait du mentorat pour Open Classroom, je le fais encore, je vais bientôt l'arrêter à la fin de l'année. Des services de coaching, de consulting, vous pouvez vendre des produits digitaux, vous pouvez faire de l'apport d'affaires. Avec le surplus de missions que vous avez, vous pouvez placer d'autres freelances, d'autres amis, collègues freelance et toucher une commission pour ce travail de mise en relation. Vous pouvez monter une agence web en parallèle. Moi, j'en ai monté une il y a 2 mois. J'ai un stagiaire qui gère l'agence et je m'occupe de la partie commerciale, de l'apport de clients. Donc, vous pouvez commencer à monter d'autres side business en plus de gérer vos missions. Ça, c'est quand même assez fort et vous pouvez évidemment faire de l'affiliation et encore plein d'autres produits. Écoutez, on a vu la méthode des 4 piliers, moi qui me permet de réussir en freelance depuis plus de 3 ans maintenant. C'est ce qui m'a permis de facturer, c'est ce qui me permet de facturer plus de 10 000 € par mois, jusqu'à 11 000 € exactement par mois. C'est ce qui m'a permis de voyager en Indonésie tout en ayant un client à Paris. J'ai pu le faire aussi à Barcelone, pas à Barcelone, dans le sud de l'Espagne, pardon. Voilà, on peut voyager, on peut être libre de ses horaires, libre géographiquement. C'est cette liberté, je pense qu'on recherche tous en freelance. Je vous donne toute cette méthode gratuitement, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à me contacter sur LinkedIn, sur Instagram. Il y aura aussi le groupe School qui va bientôt ouvrir prochainement. Et à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao.